Bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui sont parmi nous au nom de l'IPEN. Je vous souhaite la bienvenue et au nom du Plastic Network en Australie, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette visioconférence sur le plastique, la nouvelle réalité après l'interdiction de l'exploitation du plastique. Alors, nous avons des intervenants du National Toxics Network et d'autres membres d'organisations qui ont travaillé, qui travaillent tous les jours sur les questions relatives au plastique. Avant de continuer, permettez-moi de partager avec vous ces rappels. Cette réunion est enregistrée et les enregistrements seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'IPEN. Alors, nous avons les interprétations disponibles en français et en indonésien. Bahasa Indonesia, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation sur votre écran pour pouvoir avoir accès à la langue qui vous convient. Nous aurons une séance de questions-réponses, mais en attendant, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R, questions-réponses, pour poser vos questions. Pour ouvrir officiellement notre réunion aujourd'hui, j'aimerais inviter un de la coprésidente de l'IPEN pour nous souhaiter la bienvenue. Merci, Lee. Je suis très heureux d'être ici et surtout de voir que nous avons réalisé des projets. Bonjour à tous. Je suis le coprésident de l'IPEN originaire de l'Éthiopie, mais je suis présentement à Nairobi pour l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Vous allez certainement écouter du bruit ici parce qu'il y a plusieurs ministres qui sont venus prendre des décisions importantes sur plusieurs questions, notamment le plastique. C'est un événement très important, c'est une visioconférence très importante. Alors, surtout de notre point de vue, avant de vous dire ce qui se passe à Nairobi, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'IPEN, j'aimerais vous donner quelques petites informations. Alors, l'IPEN, c'est le réseau international d'élimination des populations qui est composé de plus de 600 ONG présents dans plus de 128 pays. Et nous travaillons pour l'élimination des produits toxiques dans l'environnement. Alors, nous travaillons sur plusieurs produits chimiques, notamment les plastiques. Et en ce qui concerne le plastique, nous ne travaillons pas seulement sur l'aspect visible des déchets, mais également les produits chimiques, la partie chimique de la chose. Et nous considérons que les plastiques ont des effets négatifs sur la santé humaine à cause des additifs qu'ils contiennent. En ce qui concerne ceci, nous sommes en Nairobi en train de négocier pour un accord juridiquement contraignant. Alors, je suis très heureux de vous annoncer en ce moment que, au moins, le processus de l'UMEA a déjà permis qu'on puisse commencer les négociations en vue de la prise d'une décision juridiquement contraignante. Alors, la décision sera adoptée dans les années à venir et nous aurons également des négociations intergouvernementales dans quelques années. Mais avant cela, les réunions préparatoires se tiendront. Alors, qu'est-ce que nous allons considérer ici? Lorsque nous parlons des plastiques, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous ne parlons pas juste des déchets, de l'aspect visible du plastique. Alors, les plastiques sont des déchets très dangereux et ils contiennent des produits, il s'agit d'un mélange de produits chimiques.
Nous avons par exemple des perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans les plastiques, les retardateurs de flamme et plusieurs autres substances très dangereuses. Et ces substances nous affectent, nous les humains, et affectent également l'environnement. Alors, ce sont les principaux messages que nous essayons de transmettre, pardon, tous les jours. L'un des sujets qui est très important ici, c'est le recyclage. Alors, le recyclage, c'est une voie qu'il faudrait, c'est l'une des solutions. Mais lorsque nous faisons le recyclage, nous créons juste un cycle pour ces produits chimiques qui vont rester dans notre système, dans notre environnement pour toujours. Alors, nous croyons que cela est une solution, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, voilà un aspect que nous essayons d'étudier. L'autre problème, c'est le manque de transparence, le manque d'informations sur les produits chimiques contenus dans les plastiques que nous retrouvons sur notre marché, sur nos marchés. Et pour parler de cette visioconférence, notamment, nous allons voir ce qui se passe en Australie. N- Après l'interdiction, qu'est-ce qu'on fait pour gérer effectivement les déchets plastiques? Alors, nous partons d'un problème à un autre. C'est comme si le docteur Tadesse n'est plus avec nous, qui est co-président de l'AEPN, peut-être certainement à cause des difficultés techniques. Peut-être il va revenir pendant les présentations. Alors, nous allons avancer et donner quelques informations sur ce webinaire. Alors, récemment, l'Australie a pris une décision historique d'interdire l'exportation des déchets premières mondiales qui a été saluée par la communauté internationale. Mais un examen plus approfondi révèle qu'en réalité, l'Australie continue d'importer ces produits plastiques. Et ceci se fait à travers les combustibles dérivés des déchets, les RDF. Et cette attitude est un problème car l'Australie continue de déverser ses déchets dans les pays voisins. Et c'est une façon de continuer la colonisation par les combustibles. Alors, il est important de mettre fin à la vente des c'est un élément très important. La Convention de Bâle réglemente les déchets, mais pas les autres produits. Alors, les produits plastiques ici sont des produits qui sont vendus et il serait important de les interdire. Nous allons certainement plus vous parler ici pour mener une enquête sur ce problème. L'IPEN et le National Toxic Network en Australie a mené une étude intitulé Refuse Device Call. En plus, les partenaires de l'IPEN en Indonésie et dans d'autres pays ont décidé de voir la manière de gérer les déchets résiduels ainsi que d'étudier les réglementations en vigueur en ce qui concerne ce type de produits. Aujourd'hui, nous avons les experts qui ont publié ces différents rapports. Ils vont partager avec nous leur expertise. Notre premier intervenant aujourd'hui, c'est Jane Bremer, venant du National Toxic Network en Australie. Elle a cofondé le groupe de justice le Environment Justice Group for a Clean Environment en 1980, après avoir fait l'expérience directe des conséquences en vivant à côté du pire site toxique de l'Australie occidentale. Alors, ils ont mené la campagne avec succès pour le nettoyage du site et l'introduction de la première loi australienne sur les sites contaminés. Alors,
De 2004 à 2014, Jane a fait partie d'un forum de l'organisme fédéral de réglementation des produits chimiques industriels, MICRAS, ce qui a permis de mener une campagne zéro déchet. Alors, le National Toxic Network est une organisation qui participe qui fait partie du groupe de l'IPEN. Jane, vous avez la parole. Alors, je vais partager avec vous mon écran tout de suite. Alors, merci. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui et pour parler de ce rapport. Je suis Jane Bremer. Je suis dans la ville de Bolo et j'aimerais déjà, ce sont nos déchets, déjà, c'est notre responsabilité en tant qu'Australiens. Nous sommes déjà très heureux, nous avons été très heureux de la déclaration de notre ministre au sujet de l'interdiction des plastiques. Mais lorsqu'on regarde la situation de plus près, nous avons décidé de voir cela de plus près et de voir ce que cela signifie. Et nous avons mené un projet pour pouvoir vous présenter ces informations aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter les informations que nous avons trouvées en collaboration avec nos collègues d'Indonésie. Pardon. Alors, nous ne voyons pas votre écran. Nous ne voyons pas encore le contenu de votre écran. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nouveau? Alors, merci, Jane, c'est fait. Alors, est-ce que vous voyez l'écran entièrement? Est-ce que vous voyez l'écran? OK, ça va. Alors, j'étais en train de parler de la première interdiction de l'exportation des produits plastiques dans notre pays. L'Australie n'a pas un système de gestion des déchets sophistiqué comparé à d'autres pays. Le système de gestion des déchets a été dominé par d'autres secteurs et se reflète dans les politiques de notre gouvernement. Plusieurs politiques ont été votées. Nous avons eu de nombreux plans, mais qui n'ont pas vraiment des effets. Alors, nous ne devrons pas nous intéresser à cela. Nous pensons ici à des politiques qui se concentrent particulièrement sur les déchets plastiques. Alors, nous devons avoir des modèles de régulation et ça fait partie de l'un des objectifs de notre organisation. Alors, l'Australie est très fan des réglementations qui s'appliquent à elle-même, mais qui ne sont pas vraiment mises en œuvre. Ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons le recyclage, l'incinération et bien d'autres techniques. Nous, parfois, l'on dit qu'on est en train de faire du recyclage, parfois on dit qu'on récupère des ressources. Toute cette terminologie semble être interchangeable en Australie. Alors, la récupération pourrait signifier le traitement, ceci pourrait signifier le recyclage. Et tout ceci, c'est pour dire que tous ces processus sont liés. La plupart des déchets plastiques contiennent des matériaux complexes, des produits complexes qui ne peuvent pas être recyclés en réalité. Nous avons surtout de nombreux produits, comme je le disais,
de nombreux produits contenus dans le plastique qui ne peuvent pas être recyclés de manière efficace. Alors, nous avons eu des résultats avec notre étude et c'est ce que j'aimerais me concentrer sur quelques-uns d'entre eux. Alors, comment est-ce que les le fait que le plastique, la plupart des plastiques ne soient pas recyclables a un effet sur l'environnement. Et lorsque l'interdiction est faite en Australie, ça n'a pas vraiment d'effet. Nous savons que le gouvernement, l'annonce par le gouvernement australien d'interdire l'exportation des plastiques a fait les choux gras des journaux. Malheureusement, nous avons constaté que l'argent qui a été investi dans ce domaine est utilisé, par exemple, pour des activités comme le recyclage. Et lorsqu'ils reçoivent également des subventions des agences, ceci devrait être utilisé pour soutenir les projets d'énergie renouvelable. Alors, nous avons la promotion, par exemple. Alors, la priorité a été accordée à ces projets, mais ce ne sont pas des projets en réalité d'énergie renouvelable. Et ceci pollue vraiment beaucoup l'environnement, la planète. Et ceci est injuste de la part du gouvernement australien parce qu'au lieu d'investir sur les énergies renouvelables, on investit sur d'autres types d'énergie qui polluent la planète. Et ceci n'a que des effets négatifs sur le changement climatique qui constitue déjà un problème. Alors, nous avons le manque de justification, le manque de transparence sur l'utilisation des fonds qui sont alloués au gouvernement. J'aimerais vous donner un exemple ici, par exemple. Alors, un exemple, nous avons un projet ici qui devait concerner 18 municipalités. Mais lorsque vous regardez dans cette région, les déchets résiduels, nous avons trois options qui ont été mises en avant par le gouvernement. La protection des UDF, entre autres. Et nous pouvons voir que plusieurs États sont en train de commander des analyses du marché. Et nous pouvons dire que les investissements dans ce domaine permettent l'expansion de l'utilisation des plastiques dans la région. Et lorsque les investissements faits, on les utilise pour fabriquer davantage de combustibles dérivés des produits, des combustibles dérivés des déchets. Alors, nous avons décidé de mener une enquête sur l'impact de ces produits résiduels sur l'environnement. Et je parle de ceci, me concentre, nous sommes très engagés à continuer de mener les enquêtes sur les effets de ces produits sur l'environnement. Nous ne devons pas seulement reconnaître la pollution, mais nous devons également connaître les impacts de cette pollution sur l'environnement. Alors, nous avons un cadre qui a été mis sur pied pour soutenir euh, les efforts visant l'élimination de ces déchets.
Nous savons que les EDF sont envoyés dans d'autres pays, notamment au sud-est de l'Asie. Et généralement, ceci est destiné à l'industrie du ciment. Et généralement, l'Australie constitue un véritable frein aux activités des différents pays visant la réduction de l'utilisation de ces produits chimiques toxiques. Alors, il est question d'étudier comment est-ce que les produits venant d'Australie affectent la production dans ces pays. Et j'aimerais dire ici, lorsque nous regardons certains cycles, nous avons une chaîne de produits pétrochimiques. Le gouvernement fédéral devrait développer des politiques qui font en sorte que les industries cessent la commercialisation des EDF et autres produits chimiques toxiques. Généralement, les industries, elles, ne donnent pas assez d'informations sur la pollution par les produits qu'ils fabriquent. Alors, quelle est la définition que nous pouvons donner au RDF? Il s'agit des combustibles dérivés des déchets. Nous avons également les combustibles artificiels. Nous avons les combustibles solides. Ils viennent sous forme de déchets solides, de déchets municipaux solides. Des recherches menées par nos collègues montrent que 49% des RDF viennent du marché européen, pardon. Et nous savons que la- l'incinération des déchets augmente l'émission des produits chimiques dans l'environnement. Et nous devrions nous attendre à cela. OK, nous n'avons par exemple pas de réglementation claire en ce qui concerne l'utilisation des RDF. D'autres recherches dans le monde montrent que les RDF connaissent une augmentation considérable dans le monde et le dioxyde de soufre, par exemple, est contenu dans ces émissions de RDF pendant les incinérations. Alors, pourquoi est-ce que nous nous intéressons à la pollution et la santé? Nous voulons que les gouvernements du monde aient une réglementation en ce qui concerne les RDF et parce que cela est un problème important et cela n'est pas déjà effectif en Australie. Alors, nous devrions nous intéresser à cela parce que très souvent, les produits chimiques qui ne font pas l'objet de régulation, justement, sont de grandes sources de pollution. Nous sommes en train d'établir les normes les plus élevées dans le domaine et nous savons déjà très bien que l'incinération a des effets néfastes sur la santé de l'environnement et particulièrement celle des enfants. Alors, lorsque nous allons, par exemple, dans les décharges, les fuites de produits chimiques ont des effets néfastes sur l'environnement. Nous avons tout un projet en cours en ce qui concerne la pollution. Et ce sujet également fait partie du problème.
parce que les produits chimiques qui sont contenus dans les plastiques et autres se retrouvent dans les océans, se retrouvent, affectent l'agriculture, affectent les peuples indigènes. Et ceci est un problème important. Nous savons que le système de zéro déchet pourrait permettre d'obtenir des résultats intéressants. Nous savons également que les plastiques contiennent des produits chimiques. C'est vrai que nous avons eu des interrogations. Il est question de parler ici de la toxicité des produits plastiques. Ceci ne pourrait pas être sous-estimé. L'IPEN nous montre depuis longtemps l'importance de ces problèmes. Et ceci est très préoccupant parce que les produits chimiques se retrouvent dans les jouets pour enfants et dans les produits de consommation que nous utilisons au quotidien. Alors, le problème de toxicité des plastiques menace la planète tout entière. C'est un problème très crucial et surtout lorsque l'on décide d'utiliser le recyclage comme option. Alors, nous avons eu de nombreuses recommandations dans le cadre de notre projet. Alors, les RDF constituent un danger significatif pour la santé humaine. C'est pour cela que nous devons carrément interdire leur exportation parce que les effets négatifs sont disproportionnés. Alors, nous avons également un problème de consistance au niveau des normes dans la production des produits chimiques, des RDF particulièrement. Alors, nous devons rectifier notre manière de gérer ces problèmes de manière immédiate. Alors, l'action doit être immédiate. Par exemple, la suspension des RDF. Il faut également une évaluation scientifique transparente des effets des RDF sur l'environnement et sur la santé humaine. OK, nous devons également étudier cette question dans les flux raciments. Nous sommes déjà allés au-delà du temps qui nous a été imparti. Alors, je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Jane Bremer, du National Toxic Network d'Australie. Notre prochain intervenant, c'est Melvish. Il s'agit d'une chercheur principal au sein de l'association des consommateurs. UCAP soutient euh, les communautés et l'environnement. Elle est également secrétaire honoraire de Friends of Malaria et qui coordonne plusieurs activités en ce qui concerne les projets environnement. Alors, vous avez la parole, madame. Merci, Lee, pour la présentation. Et Jane, à vous d'avoir commencé les présentations. Alors, le titre de ma présentation, ici, c'est l'importation des déchets reconditionnés, étude de cas des combustibles artificiels en Indonésie. Je n'ai pas la possibilité de faire défiler ma présentation. Peut-être qu'Ennette peut le faire pour moi. Alors, le travail que nous faisons depuis que la Chine a fermé ses portes à l'importation des déchets solides en janvier 2018, alors la Malaisie est devenue le plus grand récepteur des déchets et les médias ont beaucoup parlé de cette question.
Alors, prochaine diapo, Kenneth. Les médias australiens ont révélé que les déchets plastiques se retrouvent dans les décharges et autres zones de la Malaisie. Il s'agit des plastiques contaminés qui ont été qui sont collectés. Par exemple, dans cette diapo, vous pouvez voir que les autorités indonésiennes sont en train de collecter ces déchets. Alors, cette question est devenue, c'était très surprenant déjà pour l'Australie, parce que lorsque nous séparons nos déchets, nous les mettons dans les bacs à ordures. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les pays en développement comme la Malaisie, l'Indonésie et autres? Jane nous a montré, Kenneth, allez à la diapo suivante. Jane nous a montré que ces produits, ces déchets sont incinérés en Indonésie. Alors, nous avons essayé de traquer les déchets qui ont été exportés de l'Australie et surtout d'autres pays développés et nous avons constaté que ces déchets sont déversés en Malaisie. Alors, ici, nous allons parler des RDF, les combustibles dérivés des déchets. Dans la prochaine diapo, vous allez voir que la quantité de RDF qui ont été déversés. Nous avons ici des codes, notamment HS3915, qui est le code pour les déchets. Les déchets liés au plastique. Alors, nous avons également un code pour les RDF. Et le code, en fait, dépend de l'objectif visé par l'exportateur. Pour nous, il s'agit des déchets, tout simplement. Et eux, à leur niveau, ils disent non, nous sommes en train de transporter des biens de consommation. Parfois, ils disent qu'ils sont en train de transporter des biens, alors que pour nous, nous savons très bien qu'il s'agit des déchets. Nous avons eu quelques informations euh, des Nations Unies et nous voyons une augmentation considérable. En 2014, en 2014, nous avons eu près de 13 millions et plus tard, le chiffre a augmenté. En 2014, pour les EDF, nous avions plus de 14 millions des PEF qui étaient envoyés dans nos pays. Et ceci n'était pas considéré comme des déchets, mais plutôt comme des combustibles solides qu'on importait en Malaisie. Alors, en 2015, nous avions 5 millions. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2020, les chiffres soient totalement nuls? Alors, plusieurs d'entre vous se demandent certainement ce qui s'est passé avec les PEF en 2015. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en 2015, nos organisations, une organisation sœur, en collaboration avec d'autres, ont euh, organisé une grève en face de l'entreprise qui s'occupait de la gestion et de l'importation de ces déchets. Alors, lorsque le ministère de l'Environnement a pris connaissance de cela et a décidé de mener des actions, on a trouvé il n'y avait pas beaucoup de déchets électroniques. Déjà que même les déchets électroniques sont des déchets résiduels. Alors, il a été découvert que cela ne correspondait pas à nos lois. C'était contre la Convention de Bâle qui a été ratifiée par notre pays. Alors, c'était contre la loi. Alors, il a été tout simplement interdit, l'importation de ces déchets a tout simplement été interdite.
Jane nous a déjà expliqué les réglementations de l'Australie en ce qui concerne l'interdiction des produits toxiques. Nous sommes heureux que l'Australie a annoncé l'interdiction, mais les détails, vous pouvez les voir dans la prochaine diapo, par exemple. En ce qui concerne la réglementation relative au plastique, alors nous voyons ici que il est dit qu'il n'aurait plus d'exportation des plastiques mixtes. À partir de juillet 2022, on pourra seulement exporter les plastiques qui ont été triés et mis sous forme de polymère, d'un type de polymère particulier et transformés. Par exemple, nous avons des exemples et cela ne concernera également que d'autres types de matériel. Alors, nous regardons également les roues qui ont été exportées de l'Australie. Il s'agit également d'un autre type de déchets. Alors, les roues continuent d'être importées en Malaisie. Parfois, lorsque vous n'allez pas sur le terrain, alors, si vous n'allez, ce n'est que quand vous voyez ces déchets sur le terrain, dans l'environnement, que vous comprenez qu'il s'agissait en fait des déchets. Pendant la pandémie, nous ne pouvions pas aller sur le terrain, aller dans les décharges et autres. Donc, en juin 2021, nous avons lu un article qui montrait que du caoutchouc était en flamme quelque part et il s'agissait de caoutchouc importé d'Australie. Alors, c'est un article que nous avons tout simplement lu. Dans cet article mentionne, pardon, la prochaine diapo. Il est mentionné dans cet article que les déchets viennent d'Australie. Alors, on les a envoyés comme combustible venant d'Australie, mais ces déchets viennent d'Australie et sont transformés en Malaisie. Nous avons eu une discussion, par exemple, nous avons une image ici. Il s'agit de la transformation des PEF en Malaisie, mais nous avons également des données ici qui concernent les Philippines, l'Indonésie et autre chose. Nous avons vu neuf, neuf, euh, neuf entreprises qui font neuf cimenteries en Malaisie qui sont en train de transformer les déchets tels que les PEF, les TDF et les RDF qui sont considérés comme dangereux, les déchets dangereux. Et nous étudions ici les émissions qui viennent des cimenteries. Et comment est-ce que cela affecte la santé des êtres humains, la santé de nos enfants? Alors, nous sommes très préoccupés par cette situation et nous, Kenneth, prochaine diapo. Alors, allons vers la Convention de Bâle. Nous avons également un plaidoyer de la COP 14 en ce qui concerne les différents types de plastique. En ce qui concerne les résultats de la Convention de Bâle, notamment la COP 14, il faut un consentement préalable des pays qui reçoivent les produits chimiques, surtout que ces produits sont contaminés. En ce qui concerne les combustibles issus des déchets, nous avons les annexes de la Convention de Bâle et nous travaillons sur ces éléments avec des organisations
partenaires. Il est question d'étudier les failles de la Convention de Bâle et de voir comment les RDF, SRF et AFR peuvent être ajoutés au contrôle commercial de la Convention de Bâle. Il faut un consentement préalable déjà. Alors, les déchets doivent être, lorsque l'on fait du recyclage, il faudrait se soucier de l'environnement parce que les techniques qui sont utilisées jusqu'à présent, ne sont pas respectueuses de l'environnement. Alors, il est question ici de mettre fin à la colonisation par les déchets. Nous devons interdire les combustibles issus des déchets et assurer la traçabilité et la transparence des transports des déchets, renforcer le suivi et la mise en œuvre des mesures pour mettre fin au commerce des déchets, commerce illicite des déchets. Nous devons également accorder la priorité à la réduction de la production et nous ne devons plus utiliser de fausses solutions. Alors, voici notre appel. Merci de votre bien aimable attention. Si vous avez des questions, alors nous serons heureux d'y répondre. Merci. Vous. Alors, nous allons donner la parole à notre troisième intervenante, Aileen Lucero, des Philippines. Elle est coordinatrice de ECOWAS Coalition. Alors, généralement, elle donne des informations sur les questions relatives aux déchets plastiques. La coalition ECOWAS Coalition travaille au Canada, en Corée du Sud, et de plusieurs initiatives ont été menées par cette organisation. Il s'agit d'une organisation qui est membre de l'IPEN. Aileen, vous avez la parole. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier sincèrement l'IPEN et les organisateurs de cette visioconférence d'avoir invité EcoWaste Coalition à participer à cette étude sur les combustibles artificiels et à partager notre expérience sur ce rapport sur les déchets plastiques déguisés. Avant de poursuivre, ce rapport préparé par Gregorio Rafael pour la EcoWaste Coalition et l'IPEN, j'aimerais tout d'abord présenter mon organisation. Nous sommes un réseau de santé environnementale à but non lucratif regroupant plus de 140 pays d'intérêt public, groupes d'intérêt public. Nous sommes guidés par notre vision d'une société sans déchets et sans produits chimiques toxiques où les communautés bénéficient d'un environnement sûr et sain. En mai 2019, les Philippines ont reçu 9 conteneurs de 40 pieds en provenance d'Australie chargés de 211,14 tonnes de matériaux déclarés comme étant des déchets municipaux et des combustibles artificiels et destinés à une usine de fabrication de ciment, Holcim en l'occurrence. L'Australie a envoyé des déchets municipaux résiduels non recyclables rebaptisés PIF pour utilisation par les cimenteries. Il s'agit d'une manière très trompeuse de contourner les dispositions de la Convention de Bâle en déclarant que les déchets mixtes sont du PEF. Il s'agit d'une approche trompeuse de la gestion des déchets car l'Australie devrait et peut gérer ses propres déchets. Les responsables de la gestion des déchets ont procédé à une évaluation des déchets et ont découvert des morceaux de plastique triés, emballages du plastique dur, du textile, du bois, des morceaux de verre, des pierres, de la terre et autres matériaux déchiquetés. Dans les emballages plastiques, il s'agit des déchets municipaux à nos yeux. Même l'exportateur les a décrits comme des déchets municipaux. Pourtant, pour Holcim, l'usine de fabrication de ciment,
Il s'agit d'un combustible issu du processus de fabrication et non d'un déchet. Selon le PNUE, c'est l'industrie du ciment qui reçoit le plus de PEF et elle en est la deuxième source ici aux Philippines. L'utilisation des RDF et PEF augmente avec l'importation comme moteur principal. L'utilisation des PEF aux Philippines provient principalement d'Australie et tous les jours, nous voyons des importations, les entrées quotidiennes. Par exemple, au sein du bureau des douanes des Philippines, nous voyons, par exemple, en 2018, 15 543 560 kg de PEF sont entrés dans le pays. Plusieurs lois et décrets régissent l'utilisation des PEF aux Philippines. Ceci concerne la gestion des déchets et l'utilisation de l'énergie. Plusieurs textes administratifs spécifiques ont pour objectif de réglementer l'utilisation des PEF dans le secteur de l'énergie. Et l'accord de libre-échange entre les Philippines, l'Australie et la Nouvelle-Zélande facilite également la circulation des PEF dans notre pays. Malgré l'existence et la présence des lois et réglementations sur les PEF, les politiques existantes ne tiennent pas compte des preuves croissantes des effets nocifs potentiels de ces PEF. Cela crée une situation très dangereuse dans laquelle l'utilisation des PEF ou des RDF ainsi que les projets de WTA sont très facilement acceptés sans une analyse préalable approfondie sur les impacts sur la santé humaine et sur l'environnement. Plus important encore, l'utilisation des PEF ici aux Philippines est incompatible avec plusieurs lois et politiques existantes. Son utilisation est une violation potentielle de l'interdiction de l'incinération aux Philippines en vertu de la loi sur la qualité de l'air. Le manque d'informations mises à disposition du public sur l'utilisation des PEF, les installations et les processus d'approbation peut également être considéré comme une violation du droit à un environnement propre et sain en vertu de la section 16, article 2 de la Constitution des Philippines. Cette situation est exacerbée par l'importation croissante des PEF et le manque d'informations sur son utilisation et sur les installations. La crise actuelle des déchets et les défis permanents que posent les déchets aux Philippines ne constituent pas une situation idéale pour tester ces matériaux et technologies dangereux. Et ceci met en danger la vie des êtres humains et de la planète également. Il est grand temps de réitérer nos appels pour une interdiction totale des importations de déchets aux Philippines, y compris les dérivés de déchets tels que les PEF et les RDF. Le gouvernement doit immédiatement suspendre l'utilisation des PEF et RDF dans toutes les installations aux Philippines. Ceci devrait permettre la réalisation d'une étude et d'une analyse scientifique approfondie et transparente des impacts des combustibles PEF sur la santé et sur l'environnement. Il est également temps de procéder à des consultations significatives et ouvertes avec des parties prenantes, d'examiner les normes d'émissions ainsi que les technologies disponibles en mettant l'accent sur un mécanisme de production plus propre. Il est également nécessaire de s'aligner sur les efforts et les préoccupations mondiales en ce qui concerne l'utilisation des PEF et RDF ainsi que les objectifs climatiques. Les accords commerciaux doivent être examinés pour s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés pour contourner les interdictions et les réglementations. Les initiatives peuvent également chercher à trouver des solutions alternatives et viables à la crise des déchets.
et non des solutions faciles ou rapides qui, en fait, sont dangereuses. Le gouvernement et les autres acteurs devraient investir du temps, des talents et des efforts pour trouver des solutions viables et sûres à la crise des déchets. Au terme de ma présentation, j'aimerais transmettre le message suivant. L'entrée des déchets résiduels dans notre pays sous forme de produits pour les cimenteries est malsaine. Alors, les pays peuvent transformer, se débarrasser de leurs propres déchets de manière rentable en les transformant en l'air étiquetant en tant que combustible artificiel pour les exporter dans les pays en développement comme le nôtre. Il s'agit d'un système d'élimination des déchets venant de l'étranger. Je vous remercie. Merci Aileen pour cette présentation de EcoWaste Coalition. Ceci nous montre à suffisance les actions menées par l'Australie en ce qui concerne la gestion des déchets dans notre pays. Nous avons notre dernière présentatrice, notre dernière panéliste. Il s'agit de Yuyun. Elle est conseillère principale de la fondation Nexus 3 en Indonésie. Elle a une riche expérience en ce qui concerne la santé environnementale et les questions relatives aux produits chimiques. Elle a eu un diplôme d'ingénierie. Elle a également un diplôme sur la gestion des changements au sein de l'environnement. Elle est membre du comité de l'IPEN sur la plastique. Yuyun, vous avez la parole. Merci, Lee. Merci à l'IPEN, au National Toxics Network et la EcoWaste Coalition pour la collaboration. C'est très intéressant que nous puissions collaborer et travailler ensemble sur de tels projets. Je vais partager mon écran à présent. J'espère que vous avez accès à mon écran. Merci. Lee a déjà parlé de Nexus 3, Nexus 3. Alors, j'aimerais juste dire ce que nous faisons à Nexus 3. Nous faisons un plaidoyer sur les additifs plastiques ainsi que les produits chimiques. Alors, nous étudions, par exemple, au niveau de la production et tout le processus jusqu'aux décharges. Nous voyons également le commerce des déchets. Nous étudions également les effets du commerce des déchets sur la chaîne alimentaire. Nous avons un rapport, par exemple, des rapports que vous pouvez voir sur notre site Internet. Alors, les mouvements des RDF et SRF au-delà des frontières, ceci, c'est un événement qui se produit depuis les années 90. Mes collègues ont déjà expliqué ce que signifie RDF et les autres choses. Nous voyons les mouvements ici entre les pays asiatiques d'un pays à un autre. Alors, nous avons ici la biomasse. Alors, j'utilise une approche différente de celle de mes collègues. J'aimerais commencer par la composition des déchets en Indonésie. Alors, comment est-ce que cela se transforme en RDF? La plupart de nos déchets alimentaires ainsi que les déchets organiques contiennent une grande quantité de plastique, les plastiques qui ne sont pas recyclables. Alors, la plupart de ces déchets se retrouvent dans les décharges. Plus de 50 décharges en Indonésie sont ouverts et puis on y déverse des déchets de manière permanente et c'est ouvert. Alors,
les réglementations et politiques de l'Indonésie soutiennent la gestion des déchets solides. Et nous avons également d'autres politiques parapluies. Nous avons plusieurs niveaux, au niveau ministériel, des décrets présidentiels et d'autres types de réglementations. De plus, l'Indonésie, pardon, a également un objectif énergétique de 2025. Il est question de réduire l'utilisation des combustibles et de charbon pour se convertir, pour utiliser des sources d'énergie renouvelables. Alors, nous voulons utiliser des énergies renouvelables et des sources d'énergie renouvelables. Vous pouvez voir en bas à droite, nous avons la couleur verte de la biomasse. Il s'agit là des nouvelles sources d'énergie renouvelable. Et il s'agit ici, par exemple, des billes provenant des déchets municipaux. Alors, ici, on considère que ces déchets sont déversés de manière intentionnelle. Alors, nous allons étudier maintenant les types de RDF que nous retrouvons dans l'environnement. Alors, nous avons RDF 5. Il s'agit des déchets combustibles comprimés sous forme de billes ou de briques. Alors, dans certains cas également, les industries utilisent d'autres types de produits. Vous allez regarder, par exemple, au bas de l'écran à gauche. Alors, vous avez ici les produits dans leur forme originale, emballés ce qui se retrouve dans un emballage. Les, Généralement, les RDF doivent être traités, séchés. OK, et ceci est très important parce que ça devrait remplacer le charbon. Nous avons identifié également les types de matériel qui sont des sources de RDF et SRF. Nous avons les déchets municipaux qui constituent le 10e élément ici. Le potentiel ceci peut générer jusqu'à 2 millions de mégawatts, ce qui est inférieur à d'autres à d'autres sources d'eau. Je ne pense pas qu'on devrait considérer les déchets municipaux comme RDF parce que c'est moins efficace que d'autres éléments de la biomasse. Alors, en Indonésie, nous avons un élément que nous utilisons pour remplacer le charbon dans les installations. L'utilisation des RDF en Indonésie. Alors, nous avons ce terme co-firing. Alors, nous avons 5% des entreprises qui utilisent déjà ce procédé. Ceci génère déjà de l'électricité dans plus de 20 municipalités. Alors, au départ, 64 installations devraient avoir des RDF. Nous avons plusieurs méthodes d'utilisation de ce processus. Nous avons, par exemple, le processus direct qui est moins coûteux et qui est l'option la plus utilisée. Et nous avons également la méthode indirecte qui consiste à utiliser la biomasse qui a été qui a été transformée en gaz. Et ceci est très utilisé dans notre industrie. Pour les fours à ciment, on appelle ceci le co-traitement.
Ceci est très important. Alors, nous avons des entreprises qui utilisent beaucoup de combustibles alternatifs, notamment les RDF venant du plastique. Si nous regardons ce tableau, à droite, voyons la quantité d'énergie qui est générée par les plastiques RDF. Ceci n'est pas aussi élevé que les autres éléments, notamment le plastique industriel, le niveau est élevé. Alors, dans les entreprises, de production du ciment, nous avons une cible qui est de 6 à 15%. Alors, nous avons dans cette cible de 6 à 15%, c'est la cible des entreprises productrices de ciment. Alors, nous avons SIG en Indonésie qui a ces chiffres. Alors, juste quelques entreprises en ce moment ont cette cible et les autres entreprises n'ont pas encore commencé le processus car il faut de l'investissement pour pouvoir modifier leur perception. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces dernières années, les entreprises comme Danone et autres ont décidé de soutenir ces deux processus, notamment le co-firing et le co-processing. Et il est question ici d'avoir des méthodes qui pourraient permettre euh, que les choses avancent sur le marché. Ça semble idiot, mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Pardon, l'Autriche a le niveau de substitution le plus élevé, mais partout dans le monde, le taux de substitution thermale n'est pas pareil. Alors, vérifiez cela dans votre pays. Alors, pour l'industrie du ciment, le ministère de l'Environnement a euh, mis sur pied une réglementation en ce qui concerne les normes d'émission dans le secteur du ciment. L'un des objectifs est d'analyser et d'assurer le suivi des paramètres relatifs à la vie dans les émissions. Ce qui est intéressant, c'est que en Indonésie, à cause du manque de collaboration, l'industrie du ciment doit seulement vérifier et surveiller leur taux de dioxine. Et ceci se passe depuis des années. Alors, ceci est peut-être une blague pour les experts de des dioxines. Alors, vous êtes heureux d'empoisonner la population indonésienne. Alors, on devra faire une analyse après ces 4 années. Nous avons des entreprises productrices de ciment. Nous avons besoin de mesurer le taux de dioxine une fois par an, pourquoi pas 2 fois par an. L'autre avancée intéressante, c'est que le gouvernement soutient le mécanisme partenariat public-privé, notamment les projets d'infrastructure interne pour les RDF et l'utilisation des RDF au sein des différentes entreprises. Nous avons un mécanisme gouvernemental pour soutenir cela. Nous avons le VGF. J'aimerais souligner le VGF dans le cercle rouge. Il s'agit d'une subvention fournie par le gouvernement indonésien à travers le ministère des Finances pour soutenir les projets qui, s'ils ne sont pas soutenus ou subventionnés de manière financière, alors ils ne seront pas viables. Alors, pour assurer cette viabilité, le gouvernement a décidé de soutenir
Alors, il faudrait rendre les projets non viables faisables. Il s'agit ici des émissions toxiques et des déchets. Alors, le soutien des projets RDF est également soutenu par les SNI. L'objectif ici est de souligner que les billes, les granulés produits dans le cadre d'un ou d'un autre projet nous avons 4 SNI déjà qui ont été publiés en ce qui concerne les granulés et nous avons également 2 autres SNI et 3 d'entre eux sont en cours de discussion. Mais toutefois, tous ces SNI sont volontaires. Alors, si l'on ne les met pas en vigueur, ceci ne sera pas utile car chacun pourra faire ce qu'il veut. Alors, il n'y aura aucune norme. Alors, les discussions en ce moment sont surtout basées sur les normes. En ce qui concerne l'Australie, l'expérience est différente de celle aux Philippines et en Malaisie. En Australie, nous avons remarqué que les importations des déchets se fait sous un autre nom. Donc, en Indonésie, nous, nous parlons des biens, des produits qui viennent de l'Australie. Nous avons eu une croissance en 2019, mais après, nous avons constaté une baisse. Le nombre de déchets plastiques ainsi que des papiers venant de l'Australie reste tout de même élevé. Nous avons également mené une étude pour voir les investissements dans les installations de RDF, surtout en Australie. Ce projet en Indonésie est en cours de développement. J'aimerais partager pour terminer ces recommandations avec lui. Au lieu il faut allouer des fonds et améliorer. Le gouvernement devrait allouer des fonds pour améliorer le système de gestion dans l'ensemble et appliquer une approche zéro déchet. Nous appelons également à l'interdiction de l'importation des déchets, notamment issus des déchets, et nous devons utiliser issus des combustibles alternatifs. Nous voulons de plus en plus de mise en œuvre des nous devons voir une mise en œuvre des dispositions de la Convention de Bâle. Nous voulons également que notre gouvernement renforce les réglementations en termes d'émissions, notamment au niveau des entreprises de fabrication de ciment. Jusqu'à présent, les entreprises qui utilisent les RDF ne sont pas obligées d'assurer le suivi des dioxines. Si, par exemple, on utilise les RDF maintenant, ce pourra être un mélange différent. Alors, il faudrait de nouvelles normes. Aussi, à cause du manque de capacité, nous ne savons jamais quelle est la quantité de produits chimiques que nous avons autour de nous. C'est pour ça que nous invitons nos pays à renforcer leur capacité de collaboration pour analyser les dioxines ainsi que les produits chimiques toxiques, surtout surtout les additifs contenus dans les plastiques. Pas de pas d'installation de production de RDF ne devrait être construite dans les zones résidentielles.
également parce qu'il existe des limites en ce qui concerne l'utilisation des RDF dans les entreprises de fabrication de ciment. N- Nous devons, nous avons de plus en plus des idées sur la vente des RDF et cette vente n'est pas réglementée. Et s'il n'y a pas de réglementation, alors nous avons un risque élevé pour l'environnement et pour la santé des êtres humains. Les SNI, comme je l'ai dit, plutôt sont inutiles parce que si les SNI ne sont pas obligatoires et ne sont pas mis en œuvre, alors cela ne sert à rien. Alors, avant d'incinérer les RDF, il faudrait une autorisation du ministère. Toutefois, nous avons assisté à la promotion des technologies. Alors, avec tout ceci, nous espérons que les réglementations existantes en Indonésie ne vont pas permettre l'importation des RDF de l'Australie ou d'autres pays. Alors, je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci pour votre bien aimable attention. Lee, je vous redonne la parole. Merci. C'était Yuyun Esmawati qui nous a présenté la situation en Indonésie. J'aimerais remercier tous nos panélistes aujourd'hui qui nous ont présenté la situation en ce qui concerne l'interdiction des déchets dans leur pays, du point de vue de leur pays. Alors, nous allons passer à la session des questions-réponses. Alors, nous souhaitons que tous les panélistes puissent se mettre, allumer leur vidéo au moment de la session de questions et réponses. Alors, vous pouvez également poser vos questions dans la section qui est réservée. Alors, nous allons essayer de voir si nous pouvons gérer les choses de cette façon. Alors, Jane Brahma avait la main levée. Je vois des questions dans la section questions et réponses. J'ai répondu à une question. La question a été posée en ce qui concerne les additifs toxiques contenus dans le plastique. Le problème du plastique est très complexe et nous n'avons pas de questions évidentes. La, Si nous n'en mettons pas fin à la production des plastiques non recyclables, alors ce sera très difficile. On ne peut pas tout simplement se concentrer sur les plastiques recyclables tout le temps. Dans la région du Pacifique, par exemple, nous avons des matériaux très complexes. Alors, nous n'aurons pas les résultats même après le recyclage. Lorsque l'on utilise les plastiques non recyclables, par exemple, ceci crée un nouveau cycle des déchets et le résultat, c'est que nous aurons toujours des déchets dangereux. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va procéder à une incinération. C'est ce qui se passe dans de nombreux pays.
la véritable solution serait de faire face au problème, de résoudre le problème à partir de la racine, particulièrement par la population dans l'ensemble. Si notre système, notre environnement est inondé par des plastiques, alors la première chose que nous devons faire, c'est mettre fin à la production de ces plastiques non recyclables. Alors, nous devons également l'idée également, c'est d'avoir un mécanisme légal qui empêche aux pays de déverser leurs déchets dans d'autres pays. Au cœur de cette initiative se trouve l'élimination des produits chimiques toxiques. Alors, nous devons avoir des options de gestion des déchets efficaces. Nous devons commencer par, comme je le disais, nous devons commencer par mettre fin à la production des plastiques non recyclables. Nous devons être responsables et assumer nos responsabilités dans ce domaine. Ce ne sont pas les pays de la zone d'Asie du Sud-Est qui doivent gérer cela. Nous devons par partager les responsabilités et faire en sorte que les producteurs de ces plastiques prennent également leurs responsabilités. Merci, Jen. J'aimerais attirer l'attention sur une question qui est dans le Q&R. Il s'agit de l'un de nos collègues venant de l'Afrique. Il demande si on peut partager des solutions sur la gestion du nombre grandissant des plastiques au niveau national. Il s'agit ici de la gestion durable du plastique, car la production continue des plastiques toxiques par les entreprises, ainsi que la gestion immédiate de déchets plastiques qui se retrouvent déjà dans notre environnement. Puisque, en tant qu'ONG, nous devons savoir quelles sont les solutions écologiques concrètes, s'il en existe, pour une meilleure sensibilisation du gouvernement et des autres acteurs. Est-ce que l'un de nos panélistes peut essayer de répondre à cette question? Alors, plusieurs problèmes ont été soulignés. Comment est-ce que les ONG peuvent conseiller le gouvernement sur comment faire face à ces problèmes de pollution dans leur pays? Est-ce que nous avons un élément de réponse à cela? Aileen, merci Lee pour cette question. Pour EcoWaste Coalition, je pense que si notre gouvernement fait face à ce problème, c'est que nous allons leur conseiller, c'est la réduction de la production du plastique. Alors, si on continue de produire de nouveaux plastiques, la production de plastique est moins coûteuse que le recyclage. Alors, il faudrait interdire la production de ce type de plastique, interdire l'utilisation, les plastiques à usage unique également serait l'une des voies de solution. Alors, il faudrait interdire l'utilisation des plastiques, en fait, les plastiques à usage unique. Alors, les personnes, les gens qui fabriquent ces produits, qui contribuent à la prolifération, qui aident à la pollution des plastiques, devraient également être responsables de la collecte et de la gestion de ces plastiques. Enfin, il faudrait également interdire tous les additifs qui sont contenus dans les plastiques. Alors, je pense qu'il s'agit là des propositions de solutions qu'on peut faire à nos gouvernements et les entreprises de fabrication
de ces produits devraient travailler de concert avec le gouvernement. Il faudrait une transparence sur ce qu'ils produisent, le contenu de leurs produits. Alors, j'espère que j'ai donné un élément de réponse à cette question. Je vous remercie. Merci, Aileen. Est-ce que nous avons notre panéliste qui aimerait donner une réponse à cette question? Non. OK, nous avons une autre question qui a été posée dans la section Q et R. La question est de savoir si l'emballage du plastique contribue. Alors, la personne voudrait que les panélistes nous disent ce que cela signifie lorsqu'on recycle du plastique. Nous avons dit, par exemple, d'une part que le recyclage est bon pour l'environnement et d'autre part, l'on parle des additifs plastiques qui se retrouvent dans le plastique et qui se transmettent au long de la chaîne du recyclage. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Yuyun, vous avez la parole. Merci, Lee. Le problème ici, c'est que nous n'avons pas d'informations sur les produits contenus dans ces plastiques. Quel type de produits chimiques se retrouvent dans ces plastiques? Et même si nous avons une connaissance claire, nous ne savons jamais, en fait, ce qui se trouve dans le plastique. Parce que les produits chimiques, en fait, ne nous sont pas présentés. Nous ne savons pas ce qui se trouve dans ces plastiques. Lorsque le plastique est utilisé 5 à 7 fois, plus ces produits sont recyclés, plus ces produits chimiques sont accumulés dans ce produit. Alors, les plastiques noirs sont les pires parce qu'ils ont été recyclés à plusieurs reprises et qu'ils se sont dégradés considérablement. Les informations relatives aux produits chimiques dans les produits dépendent également de la capacité des laboratoires. Si vous n'avez pas de bons laboratoires dans votre pays, alors vous ne saurez jamais quels sont les produits que contiennent ces produits, particulièrement les POP. J'espère que les pays participent de manière active à la convention, au forum de la convention de Stockholm sur les POPs, parce que si vous suivez ce qui se passe là-bas, vous saurez davantage quel type de produits chimiques ont été interdits, et entre autres pour les pays en développement. Nous n'avons pas de laboratoire, nous n'avons pas cette capacité et nous devons nous fier aux informations. Si nous avons des scientifiques, par exemple, qui collaborent avec d'autres pays, là où nous avons des capacités plus importantes, alors nous pouvons nous aider, nous entraider. Nous devons partager les solutions qui émanent des recherches menées par les autres pour faire face au problème de plastique. Je vous remercie. Merci, Yuyun. Je vois une autre main. Alors, je vais donner la parole à Megas pour qu'elle puisse répondre à la prochaine question. L'industrie de recyclage de la Malaisie est très lucrative parce que de nombreux déchets plastiques sont importés en Malaisie. Comme vous l'avez mentionné, alors nous avons un manque d'informations sur le contenu des plastiques, des produits qui sont recyclés. Des échantillons ont été envoyés à un laboratoire Tchécoslovaquie pour être analysés, pour trouver des additifs, notamment les retardateurs de flammes bromées, les stabilisateurs UV, entre autres. Et le problème, c'est que ces produits sont envoyés dans
d'autres pays pour fabriquer de nouveaux produits. Ce sont juste ceux qui ont été analysés que nous... Parce que les produits toxiques sont utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, nous souhaitons que les thèmes de ce traité. Je vous remercie. Merci, Mengels. Nous avons une autre question dans la section questions et réponses. La personne demande si de l'Australie, la réponse c'est que non. La société australienne a énormément de déchets. Nous avons un système de gestion de déchets qui n'est pas à jour, qui n'est pas actuel. Donc, je pense que c'est l'une des choses à prendre en considération. L'autre partie de la question, c'est est-ce que l'Australie est le seul pays à devoir prendre des dispositions pour, en ce qui concerne le plastique? Yuyun, dans sa présentation, a parlé d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui exportent des déchets toxiques également. Parfois, ces déchets viennent d'Europe. Par exemple, le Royaume-Uni, qui a une industrie de RDF déjà établie. Et les choses se sont compliquées récemment à cause du Brexit et autres choses. Alors, d'autres pays devront faire la même chose que l'Australie. Et ces 4 organisations, ces femmes leaders de l'Asie du Sud-Est ont exposé la situation aux dirigeants du monde. Et je pense que ce qui se passe dans le monde, c'est que nous enregistrons ceci et nous allons envoyer les notifications en ce qui concerne notre sujet. Alors, nous allons terminer avec la session des questions-réponses, mais avant de le faire, j'aimerais remercier tous les panélistes d'avoir répondu à toutes les questions. Alors, nous allons donner la parole à Tadei pour les mots de fin. Alors, je ne sais pas si techniquement ce sera possible. Nous essayons. Nous attendons quelques minutes. Quelques minutes. Je pense qu'il n'est pas avec nous, ou bien il est très occupé avec la réunion l'assemblée qui se tient en Nairobi en ce moment. Alors, nous allons inviter tous les participants à allumer leur caméra pour une photo de groupe de la visioconférence. Je ne suis pas expert dans le domaine. Je pense que les techniciens pourront le faire pour nous. Pardon, j'ai eu un problème de connexion. La connexion est très mauvaise ici. Toutes mes excuses. Désolée, Tadessé. Est-ce que vous avez des remarques de fin? Pardon, si vous n'avez pas pu, merci. Je voudrais déjà dire merci à tous les présentateurs, de toutes les personnes qui ont fait des présentations. Je pense que notre point de vue ici est très important pour les futures négociations. Nous avons des négociations en suspens en ce qui concerne le recyclage et l'utilisation des additifs chimiques. Et ceci devrait faire partie des futures négociations. Alors, le moment est très opportun pour soulever cette question. Nous sommes très heureux. Euh, nous espérons qu'avec les événements à venir, nous aurons un accord juridiquement contraignant qui implique tous les États du monde. Et nous espérons que les failles seront éliminées. Alors, j'aimerais dire merci à tous les présents.
présentateurs, tous les panélistes, tous les participants. Alors, nous devons collaborer pour trouver une solution viable à l'avenir. Je vous remercie. Co-président de l'AIPN de l'UMEA à Nairobi. Alors, l'UNEP à Nairobi. Alors, juste quelques instants, nous allons faire la photo de groupe. J'espère que Ken pourra prendre la photo de groupe. Alors, un sourire. OK, je pense que c'est fait. Merci. Merci à tous. Ceci dit, nous allons mettre fin à cette visioconférence. Merci à tous les panélistes et participants. Merci à notre équipe technique et toute personne qui a été impliquée dans cette visioconférence. En ce moment, nous allons mettre fin à notre visioconférence. Alors, souvenez-vous que nous avons des questions à vous poser après la visioconférence. Vous allez les envoyer par email et vous